nouveau mandat qui court jusqu'au 31 mars 2017. Nouveau mandat pour quel défi? On verra tout ça ce soir. Sans doute aussi la question du dialogue politique national qui va s'inviter dans 2 heures des news. Votre magazine d'information non-stop. Merci de nous regarder partout à travers le monde. Ce soir, notre invité, le principal d'ailleurs, s'appelle Jean-Paul Midagou. Il est député national élu de la ville de Goma sur la liste de l'ADER, l'Alliance démocratique pour la République, les démocrates pour la République. Je crois que j'ai bien dit. La plateforme de François Mwambati Chimbi et le ministre du Tourisme, Elvis Moutieri. D'abord, bonsoir Jean-Paul Midagou. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Élu de la ville de Goma. D'abord, première question, une réaction à chaud par rapport à cette investiture. Le G7 qui a investi aujourd'hui à l'issue de son premier conclave, les travaux de 2 jours à Kinshasa qui ont abouti par l'investiture de Moïse Katumbi comme candidat de cette plateforme à la prochaine présidentielle. Vous êtes de l'opposition républicaine. Oui, en tout cas, comme vous le savez, ce n'était pas tellement une grande surprise. Nous le savions déjà que M. Moïse Katumbi était le outsider primordial du G7. Et comme les signes du temps ont voulu le démontrer, cette élection n'a qu'entérimé justement ce choix qui s'est manifesté depuis plusieurs années et plusieurs mois, par rapport justement à la création du G7. Et aujourd'hui, il y a toujours un éternel problème des candidats uniques de l'opposition. Est-ce que le G7 est en train de jouer à la surenchère aujourd'hui? Ou vouloir exercer une sorte de pression sur ses compères de l'opposition? Bon, je ne verrai pas ça de cette manière, mais vous le savez très bien que d'abord, l'opposition est multiple. Au sein même de l'opposition, nous voyons ce qu'on appelle l'opposition radicale, nous qui sommes de l'opposition centriste, il y a les modérés, et toutes ces formes, toutes ces structures de l'opposition ont un calendrier, ont une méthodologie d'approche par rapport à leur ambition. Et pour ce faire, avec la désignation de M. Moïse Katumbi par le G7, c'est une frange de l'opposition qui vient de prendre position. Mais cela n'exclut pas que peut-être dans les prochains jours, nos amis peut-être de la dynamique de l'opposition, ou bien ceux de l'opposition républicaine, eux aussi auront peut-être de la latitude, peut-être de choisir aussi un candidat qui aura pour objectif aussi, s'il le faudra, peut-être après cette épreuve de force qui est en train de s'engager, aura cette capacité justement de faire une alliance ou bien de céder la place au candidat qui va convaincre toute l'opposition dans sa forme générale. L'opposition a toujours été plurielle, hein, vous l'avez dit, vous-même Jean-Paul Midagou, mais on sait qu'elle est également minée par des égos de ses leaders. Avez-vous la foi aujourd'hui à une candidature unique de cette opposition? Bon, avant qu'on puisse parler des égos, mais il faut se dire que d'abord, notre pays est une démocratie encore très jeune et que justement, ces genres de sagesse, pour qu'on puisse arriver à une candidature unique, elle peut venir. L'expérience de 2006, l'expérience de 2011 ont démontré que la notion, même l'appréhension de la vie politique commence à changer. Moi, j'ai toujours été de l'école des gens qui disent que vous n'allez pas demander à un pays qui a ouvert la voie démocratique il n'y a pas plus de peut-être 15 ans ou bien 20 ans d'atteindre le niveau de démocratie qu'il y a en Europe, pour lequel il a fallu au moins plus de 100 ans, plus de 150 ans, tout dépend des démocraties. Mais je pense qu'à un moment certain, si la maturité de nos acteurs politiques se dégage, il sera possible qu'on puisse aboutir à une candidature unique. Faudra-t-il passer par les primaires comme ailleurs aux États-Unis ou sous le tuyau? Mais vous savez, le principe même des primaires, moi, je ne voudrais pas que ce principe soit appliqué au Congo n'importe comment. Lorsqu'on parle de primaires, les primaires ne portent pas sur l'opposition. Les primaires portent sur des groupes politiques. C'est là la confusion que notre classe politique essaye de créer. Si vous êtes, par exemple, comme aux États-Unis, républicain, républicain, c'est un parti.
Et dans ce parti, ils présument avoir une étendue nationale. Ils font des primaires au sein de ce parti-là. Mais maintenant, lorsque vous dites qu'on veut faire des primaires au sein de l'opposition, là, vous faites allusion à quelle opposition? L'idée a d'abord été émise par Moïse Katumbi lui-même, qui n'excluait pas toute position, possibilité plutôt d'organiser les primaires au sein de l'opposition, question de dégager un candidat unique, peut-être consensuel. Oui, mais il faut d'abord ne pas perdre de vue que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est une toile. Ensemble de partis politiques. Voilà. Donc vous-même, vous avez la réponse. Si il s'agit d'un ensemble de partis politiques, cela empêcherait que tout le monde ait la même vision. Mais par contre, si l'opposition décide, les acteurs majeurs décident que leurs militants participent à justement ces préliminaires, hein, ces primaires, comme eux-mêmes les appellent, ces primaires pour la désignation d'un candidat unique, là, il s'agira maintenant de responsabilité des chefs des partis politiques d'accorder cela. Mais pas nous dire qu'il s'agit d'une question de l'opposition telle qu'elle soit présentée comme un parti politique. Merci beaucoup. Jean-Paul Midagou, je rappelle aux téléspectateurs qui nous prennent en cours ce soir que vous êtes député national, élu de Goma, vous êtes de l'ADER, enfin, vous participez ou vous êtes membre de la structure opposition républicaine. En tant que tel, surtout en tant qu'élu de la ville de Goma, aujourd'hui, nous avons tous suivi que sans surprise, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a accordé un nouveau bail à la MONUSCO, nouveau mandat qui court jusqu'au fin mars 2017. D'abord, je voudrais savoir ce que vous inspire ces renouvellements des mandats de la mission des Nations Unies. Oui, moi, ce que je peux dire par rapport au renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies, il faut d'abord savoir que le Conseil de sécurité, c'est un organe qui est d'abord à capacité d'une grande information. C'est-à-dire, pour moi, ce que le Conseil de sécurité prend comme décision, ils ne le prennent pas par hasard. C'est suite à certains rapports, à certaines décisions, à certaines enquêtes qui font et qui démontrent que ce Conseil juge bon, par exemple, de dire que non, nous décidons d'augmenter notre présence ou bien de réduire notre présence, mais cela ne se fait pas d'une manière unilatérale. Voilà pourquoi les autorités de notre pays, dont en conséquence le ministre des Affaires étrangères oui, a toujours été invité parce qu'il s'agit de questions qui portent sur la souveraineté d'un État. Et il est aussi important de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi le Conseil de sécurité renouvelle le mandat, pourquoi ceci. Mais le Conseil de sécurité est venu au Congo sur invitation du gouvernement congolais. Et le fait qu'il soit venu sur invitation du gouvernement congolais, sur le plan diplomatique, il y a des procédures pour lesquelles des décisions ne peuvent qu'être prises par entente. Et dans ce fait-là, qu'il y a eu des décisions prises par entente, justement, on a prorogé le mandat. Et cette prorogation n'a pas été l'œuvre du Conseil de sécurité seul, mais elle a été avalisée par les autorités congolaises. Des partenaires qui travaillent toujours en étroite collaboration, mais là, sous le point, par exemple, de la réduction des effectifs de la MONUSCO, Kinshasa, enfin, on sait que d'abord, en décembre 2015, Ban Ki-moon voulait que l'on réduise les effectifs de la MONUSCO de 1700 hommes. Kinshasa voulait plus, et le Conseil de sécurité a réservé une fin de non-recevoir à toutes ces propositions. Vous ne trouvez pas que les deux parties, les deux partenaires semblent ne pas émettre sur une même longueur d'onde? Bon, écoutez, il est important de savoir une chose. C'est que l'effectif concret de la MONUSCO a vraiment sensiblement été réduit. D'ailleurs, si vous observez très bien, le déploiement de la mission ne quadrille plus le territoire national tel qu'il était. Jusque-là, on n'a réduit que de 2000 hommes. Oui, 2000 hommes. 2000 hommes pour une mission qui en a une vingtaine, presque 20 000. Oui, et il faut savoir, j'ai eu quand même cette chance de travailler dans des structures des Nations Unies. Et je vous dirais que lorsque vous parlez de 20 000 hommes, de 2000, soit il y a 2000 hommes qui ont été réduits. Mais vous devez savoir que derrière un casque bleu, il y a à peu près 4 personnes. Il y a la logistique, il y a l'administration, et toutes ces personnes
font un impact par rapport au contingent. Mhm. Lorsqu'on vous dit par exemple de 20 000 hommes, 20 000 hommes, ce n'est pas 20 000 hommes sur le terrain. 20 000 hommes, c'est l'administration, c'est beaucoup de secteurs qui interviennent. Et lorsqu'on a décidé de réduire de 2 000 hommes, on a vraiment réduit. Et ça, la population doit le savoir. Il y a une réduction. Mais ce que peut-être les gens se posent comme question, c'est plutôt de savoir cette concentration qu'il y a maintenant à l'Est. C'est peut-être ça que je pense qu'il est peut-être nécessaire de plus développer, cette concentration à l'Est. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes tous convaincus que l'Est, pour lequel le gouvernement et les Nations Unies se battent jour et nuit pour une certaine stabilité, a besoin encore de cette présence de la MONUSCO. A besoin, parce que cette présence réconforte les populations et réconforte aussi les autorités au niveau provincial. Et c'est vrai, vous me direz que l'État doit prendre ses responsabilités, mais l'État est en train de prendre aussi ses responsabilités, mais c'est suivant un programme et un cycle, parce qu'il n'est pas si facile que ça de pouvoir instaurer l'autorité de l'État dans des zones qui ont été des théâtres d'affrontement pendant des années. Ça fait presque 15 ans que ça dure. Jean-Paul Midagou, le Conseil de sécurité qui ne veut pas réduire les effectifs de la MONUSCO, qui estime que la situation sur le terrain est encore précaire, élu de la ville de Goma. Est-ce que vous partagez cette position des 15 membres du Conseil de sécurité? Je partage cette position à moitié. C'est-à-dire que c'est vrai, la situation sécuritaire a beaucoup évolué. Voilà pourquoi j'ai dit dans mes propos que la présence de la MONUSCO ne touche plus le territoire national. Mais ils sont en train de se concentrer vers des zones qui sont encore des théâtres d'affrontement. Et ça, c'est important. Et la deuxième optique, c'est que, comme toute mission des Nations Unies, elle n'est pas appelée à être un mandat indéfini, donc définitif, que nous aurons droit à des personnes qui ne quitteront pas notre territoire. Non, ils vont quitter le territoire. Mais pour le faire, il faut garantir certaines choses. Nous sommes dans une année qui est une année de tous les enjeux. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de tractations, et il faut qu'on ait le même discours. Et je pense que la mission première de la MONUSCO, c'est justement le maintien de la paix. Et pour ce maintien de la paix pourra permettre à notre pays de ne pas déraper dans un chaos que certains voudraient et que d'autres ne voudraient pas. Donc, de manière générale, vous, élus des Goma, vous saluez la présence des troupes de la mission onusienne, même si d'autres langues accusent les casques bleus de non-assistance en personne en danger. Certains sont tués, certains civils sont tués, par exemple, à Beni ou à Miriki, à côté des postes de Nations Unies. Vous ne trouvez pas que c'est normal que ça révolte les anti-casques bleus? Bon, vous savez, la mémoire humaine a ses faiblesses. Je pense que pour qu'on puisse arriver à cette vision des anti-casques bleus, c'est parce qu'on s'arrange pour que la population oublie les bienfaits de cette même MONUSCO. Notre MONUSCO a commencé, est venu à l'Est et a organisé des opérations de nettoyage. Et vous connaissez très bien, il y a eu les contingents tanzaniens, il y a eu la guerre du CNDP, il y a eu le M23, la MONUSCO a intervenu, la population de Goma a vu comment ces vaillants combattants ont aidé justement pour déloger tous ces groupes armés qui portaient préjudice. Et ce travail-là, faut-il le réduire à des actes isolés de certains groupes armés pour justifier que la MONUSCO ne fait pas son travail? Je ne crois pas. La MONUSCO a fait un travail très important, un travail de qualité, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est justement d'encourager cette MONUSCO et nous-mêmes, notre propre gouvernement, d'ailleurs que je félicite en passant, puisque le renforcement en hommes et en unités combattantes à l'Est a quand même aidé. Vous n'oubliez pas que c'est vrai, il y a eu beaucoup de tueries vers Beni et Butembo, mais si vous faites très attention, vous allez constater qu'on ne parle plus tellement des ADF NALU, mais on parle d'une autre menace qui est aussi dans le mandat de la MONUSCO.
de bloquer, et aussi pour le gouvernement d'empêcher que tous ces groupes rebelles, entre guillemets, on parle des FDLR, puissent ne plus avoir de capacité de nuisance. Alors, vous revenez sans doute de votre fief électoral, Goma. Avant le 15 mars, date de la rentrée parlementaire, vous étiez sur place. En février, j'y étais moi-même. J'ai vu, la ville s'est métamorphosée. Mais entre-temps, il y a d'autres défis. Lesquels, par exemple? Mais les défis de ma circonscription, ce sont les mêmes défis qu'on peut trouver presque partout dans les autres provinces. Il s'agit des problèmes de la chaussée, de la route. Effectivement, il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail important qui est en train de se faire. Certaines artères déjà asphaltées. Voilà. Il y a certaines routes qui sont goudronnées et pour lesquelles nous sommes déjà heureux. Mais vous savez qu'il ne suffit pas de ça. On ne peut pas demander à l'État de tout régler au même moment. Mais c'est déjà un signe de bonne foi. Je pense aussi sur la distribution d'eau. Il y a encore aussi des avancées. Mais comme c'est une ville à caractère touristique, il y a des éléments qui ont encore un impact plus important. Par exemple, pour nous, ce sont le monde hôtelier, c'est la sécurité, parce que vous n'aurez jamais des opérateurs touristiques qui auront le courage de venir investir des millions de dollars dans le Nord Kivu si ils n'ont pas toutes ces garanties sécuritaires et garanties sur le plan des investissements. Et pour cela, la population de Goma s'est même engagée. Elle comprend qu'elle doit vivre de cette ressource et elle se bat nuit et jour pour essayer aussi d'aider le gouvernement pour que la sécurité soit effective dans cette ville. Il y a 2 semaines, il s'est passé quelque chose à l'université de Goma. Des bâtiments saccagés, certains ont même été brûlés partiellement, affrontement entre étudiants. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement à l'Unigom? Bon, c'est très difficile à cerner ce problème parce que j'ai eu quand même la chance de passer plusieurs années à Goma avant d'être député. Et je vous dirais que c'est souvent le fruit des vieux démons. Des vieux démons, des démons qui ont un caractère ethnique, des discussions. Pourquoi celui-ci viendrait de là pour venir nous diriger? Pourquoi celui-ci est parti? Pourquoi? Donc, tout ça, c'est dans le contexte du fait que la population, les jeunes gens, sont souvent victimes de manipulation. Manipulés par vous, politiciens? Bon, en général, dans le monde estudiantin, et l'Afrique l'a toujours démontré, il y a souvent des mains noires de personnalités politiques. Et cela pose préjudice. Moi, je pense que je suis aussi enseignant au niveau de l'université de Goma. Et lorsque j'étais étudiant, on nous a toujours fait comprendre que le milieu estudiantin devait être un milieu apolitique. Apolitique, ça ne veut pas dire ne pas avoir des avis politiques, mais ça voulait tout simplement dire que lorsque vous êtes dans cette sphère, vous deviez réfléchir scientifique. Et ça, c'est un problème, c'est un défi que nous avons. N'oubliez pas que le Nord Kivu est une province où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de rébellions, et toutes ces rébellions voulaient avoir aussi une influence sur cette jeunesse. Et le fait que cette influence passée d'un groupe rebelle à un autre, ça jouait sur la mentalité des étudiants. Et c'est dans ce contexte que nous sommes en train de vouloir organiser un atelier dans lequel nous comptons inviter les autorités académiques, les représentants des étudiants, pour qu'ils puissent être acteurs de leur gestion. Et lorsqu'on parle de gestion, on veut une gestion cordiale de l'activité au niveau des universités. Alors là, on va rapidement parler politique. Dialogue national. L'ADER est au gouvernement. L'ADER a d'autres postes. Le dialogue, vous les soutenez, je pense. Oui, nous soutenons le dialogue non pas parce que nous sommes au gouvernement, mais nous soutenons le dialogue parce que nous avons compris, nous avons aussi adhéré à un plan de sortie et un plan moral. Parce que moi, je dis toujours aux collègues que le dialogue, c'est une caution morale pour une meilleure gestion des relations au niveau de la CENI, au niveau
des groupes parlementaires, au niveau de l'opposition, au niveau de la majorité et de la société civile. Oui. Pour moi, je considère le dialogue comme une caution morale. Et cette caution pourra permettre d'apaiser les esprits, puisque chacun interprète le dialogue de la façon qu'il le veut. Mais l'unité de discours, si vous faites un sondage, vous allez constater que ce soit dans l'opposition radicale, l'opposition modérée, nous, au niveau centriste et la majorité, personne est contre même le principe du dialogue. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est l'agenda caché qu'on semble coller à ces assises. Je ne me ferai pas l'avocat de tel ou tel parti, mais lorsqu'on parle d'agenda caché, je présume que les gens qui sont au courant de cet agenda caché, ils peuvent nous le mettre sur la table, comme ça on pourra aussi, nous aussi, voir il s'agit de quel point à cet agenda caché. Mais lorsqu'on a déjà des préjugés pour une activité qui ne s'est pas encore organisée, là maintenant, c'est un problème. Ça pose une mauvaise conception parce qu'aujourd'hui, nous avons des amis qui sont au pouvoir et demain, après les élections, ces amis, ceux-là, seront peut-être dans l'opposition. Et ceux qui sont dans l'opposition seront peut-être dans le pouvoir. Et si on continue toujours à se méfier l'un de l'autre, qu'est-ce qui arrivera à la prochaine législature? Jean-Paul Midago, vous pensez aujourd'hui que la dynamique de Fatima commet une grosse erreur en refusant d'accepter la main tendue de Joseph Kabila? Non, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une grosse erreur. Je ne dirais pas. C'est un problème de concept. Vous savez, le dialogue, même la même dynamique, quand elle dit « je ne veux pas du dialogue », mais elle dit le dialogue de quel concept qu'elle définit. Le dialogue présenté de telle manière. Mais la dynamique n'a jamais dit que le dialogue, mot dialogue, tel qu'il est présenté, la rencontre de deux personnes pour échanger sur un problème commun, ils sont contre. Non, c'est peut-être... La dynamique est pour la tripartite. Voilà. C'est ni opposition, majorité. La tripartite qui est à la commission électorale et non un autre forum du genre, concertation nationale, où opposition, majorité, société civile se mettent autour d'une table pour parler. On ne veut pas, on veut que les cadres soient techniques au niveau de la commission électorale. Ils ont tort de penser ainsi. Mais la tripartite telle qu'elle est présentée, vous-même, vous venez de donner un élément important. Ce sont des techniciens. Et ces techniciens font un rapport. Ce rapport a des implications juridiques. Ce rapport a des implications au niveau de l'Assemblée nationale. Ce rapport a des implications au niveau du gouvernement. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Parce qu'il y a peut-être des modifications à faire dans la loi électorale. Et lorsqu'on doit faire certaines modifications, c'est sur base de consensus. Donc, vous comprenez que la tripartite ne peut pas circonscrire les problèmes de la CENI à elle seule. La CENI a des problèmes qui vont au-delà même de la tripartite. Et c'est pour ça que le président de la CENI l'a toujours dit. Il a toujours dit qu'à leur niveau, ce sont des techniciens, des professionnels qui ont la capacité d'identifier des lacunes, des problèmes pour lesquels il faut des solutions. Et si nous avons tous une bonne mémoire, on se souviendra qu'à l'époque de M. l'abbé Malou, il y avait un cahier de charges dans lequel on parlait des contraintes, des défis, voilà ce que le gouvernement doit faire, voilà ce que l'Assemblée nationale doit faire, voilà ce que la classe politique doit faire. Mais à ce moment-là, tout le monde était d'accord. Et lorsque maintenant, il s'agit maintenant de prendre position pour dire voilà le meilleur forum pour régler des questions qui vont au-delà de l'aspect technique, qui sont des questions politiques, voilà maintenant la nécessité d'un dialogue. Je pense qu'on n'est pas à l'encontre d'une philosophie régulière. La dynamique où les anti-dialogues aujourd'hui, leur peur, c'est de voir ces assises servir de prétexte ou aboutir à une conclusion qui pourrait permettre à ce que la majorité au pouvoir reste encore là, au-delà du délai constitutionnel. Je rapporte les propos de responsables de la dynamique et du G7 qui ne veulent pas entendre de ce dialogue. On ne voudrait pas d'un dialogue qui puisse cautionner un quelconque glissement que l'on redoute. Vous estimez qu'ils ont tort également? Je dirais ceci, vous savez, hein, la constitution de notre pays résout déjà toutes ces questions. Lorsque on pense que le dialogue va cautionner un certain glissement. Mais moi, depuis le départ, j'ai toujours dit que c'est faux. Parce que la Constitution aussi prévoit des dispositions.
La continuité des services de l'État. Le vide juridique n'existe pas. La Constitution l'a démontré. Je vous donne un exemple simple. Le Sénat. Le Sénat, vous le savez très bien, est hors mandat. Mais sur base des principes constitutionnels, ils sont là jusqu'à l'installation des nouveaux acteurs des institutions régulièrement élus. Donc vous opposez aux anti-dialogues l'article 70 de la Constitution. Mais je ne leur impose pas, c'est ce que la Constitution dit. C'est quitte à eux de comprendre ou de l'interpréter de leur façon. Mais jusqu'à présent, si on n'a pas convoqué le cycle électoral 3 mois avant, mais la Constitution est claire, s'il y a tel ou tel problème de cas de force majeure, voilà les dispositions qu'il faudra appliquer. Donc, dire que le dialogue va cautionner un quelconque glissement, mais ce n'est pas vrai parce que c'est déjà une disposition constitutionnelle. On va marquer une toute petite pause. Jean-Paul Midago, je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir que vous êtes député national, élu de la ville de Goma. Vous êtes de l'ADER, l'opposition républicaine. Vous vous classez beaucoup plus au centre. On marque une toute petite pause. On retrouve les téléspectateurs dans un peu plus de 2 minutes.